Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et c'est reparti pour l'Ultra Haute Émission, vous le savez, tous les mois avec nos experts, la team de l'Ultra Haute Émission. On s'intéresse à toute l'actualité des séries, des films, des belles images et du beau son. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro, eh bien, on va découvrir ce Pass Warner qui arrive pour les abonnés Prime Video, c'est le contenu HBO. Pascal Le Chevalier va nous préciser tout ça. Le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique avec Guillaume Boutin, avec voilà, des séries du style MH70, La Disparition, mais aussi Michel Fourniret. Et puis nous recevrons le cofondateur d'un nouveau média, un média social qui s'appelle Réel Média. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis on terminera ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission avec la crème des séries au festival Série Mania. Et on en parlera avec Laure Foulquier qui viendra nous présenter tout cela. Voilà, merci d'être avec nous. Nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission sur la chaîne Tech & Co. C'est parti. Et merci d'être fidèle à ce rendez-vous, toute l'actualité des séries, des films, des belles images et du beau son. Vous le savez, c'est l'Ultra Haute Émission avec la team qui est là, bien sûr, Pascal Le Chevalier, notre expert série. Salut Pascal. Bonjour François. Et Guillaume Boutin qui est là avec Salut nous François. aussi, cofondateur de Sens Critique. Voilà, excellent film pour, si vous hésitez, vous êtes là, parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui. Comment choisir entre telle ou telle série ? Parce que notre temps est compté et franchement, Sens Critique est un excellent outil pour ne pas se tromper parce que c'est la communauté de Sens Critique qui note et souvent elle nous ressemble, donc c'est plutôt cool. C'est une communauté un petit peu plus exigeante que la moyenne, on va dire. Voilà, et on retrouvera d'ailleurs les séries qui ont buzzé pour ce mois de mars-avril. Mais tout de suite, l'actualité donc de la SVOD, c'est avec Pascal. Pas chômé, hein, Pascal, encore une fois, ce mois-ci. Beaucoup d'actualités et on va commencer par les premiers résultats pour Disney+ et Netflix avec leur offre de VOD adossée à de la pub. Hein, ça y est, on commence à voir les premiers résultats. Alors, ce sont des résultats effectivement qui sortent dans la presse, puisque les deux entreprises, pour l'instant, ont refusé de communiquer des chiffres, mais c'est toujours un peu comme ça que ça se produit. Elles vont être obligées, ne serait-ce que pour charmer le marché. Non, puis à son côté. Donc. Oui. Alors, Netflix a quand même présenté les résultats du dernier trimestre, sachant qu'ils ont lancé la pub en novembre, donc il y avait déjà des résultats, mais ils ont été assez flous, tout en disant qu'ils étaient très contents de ce qui se passait, parce qu'on avait eu quelques rumeurs, je crois même qu'on en avait parlé, comme quoi des annonceurs n'étaient pas contents, ils n'avaient pas livré la quantité de publicité promise, etc. Au bout du compte, c'est Bloomberg qui a révélé l'affaire cette semaine. Il y aurait aujourd'hui, donc depuis novembre jusqu'à janvier, 1 million d'abonnés qui se seraient abonnés à travers le plan avec publicité de Netflix. Alors ça, c'est le volume. 1 million aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Oui, encore une fois, les chiffres sortent toujours d'abord aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile d'avoir les chiffres sur les autres pays du monde. Mais à l'intérieur de l'offre de Netflix, ça représenterait, sur les nouveaux abonnés, quasiment la moitié des nouveaux abonnés qui viendraient sur cette offre-là. Alors, aujourd'hui, on a du mal à interpréter le résultat. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'1 million d'abonnés, c'est pas rien. Évidemment, on va regarder, et surtout les analystes, voir si ça a rapporté du chiffre d'affaires, voir s'il y a eu beaucoup de migration de comptes ou pas. A priori... Parce qu'on peut se dire qu'il y a plein de gens qui payaient avant 10 € et sont passés à l'offre à 6 €. Quoi. Alors, a priori, pas tant que ça. Ce qui est aussi beaucoup suivi par les analystes, c'est le fait que Netflix irait moins vite que son petit copain Disney, qui, au bout d'un mois, avait 20% de ses nouveaux abonnés qui étaient sur les offres avec publicité, alors qu'ils ne sont pas organisés de la même manière, surtout aux États-Unis. Mais en tout état de cause, Disney irait un peu plus vite, sachant que Disney a aussi une plus grosse expérience de la publicité avec Hulu, qui est déjà un service qui propose de la pub aux États-Unis. Donc on voit que ce nouveau marché est en train de démarrer et que ça va sans doute être un des grands enjeux de l'année 2023, parce qu'encore une fois, vu la situation économique globale, on sait que les taux de désabonnement sont relativement élevés, et donc les choix des offres les moins chères restent très intéressants. Est-ce que ça serait pertinent qu'Amazon aussi se lance dans la SVOD comme ça avec pub ? Alors c'est un peu différent parce que c'est adossé en fait à un package de services qu'on achète tous les ans, qui est le Prime, voilà, l'abonnement Prime.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aussi de la publicité ? Ça ne serait pas dans leur stratégie ? Si, d'abord Amazon a un très très gros chiffre d'affaires publicitaire, hein, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on pense. Donc en fait, ils ont déjà tous les outils pour le faire. Je pense que c'est plus une question de time to market, hein, c'est-à-dire le temps de s'organiser. Aujourd'hui, Amazon est très très focus sur les Amazon Channels, c'est-à-dire lancer des offres de distribution. On va en parler dans un instant. On va en parler. Et donc, comme toujours, là aussi, il y a un flou artistique monumental sur les chiffres d'Amazon, en tous les cas en ce qui concerne le streaming. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont de plus en plus, et on le verra tout à l'heure, Laure nous en parlera, focus sur le développement de l'offre éditoriale, sur l'achat de droits, et je crois qu'ils sont encore très très loin d'avoir fait le plein, mais il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde la Ligue 1 sur Amazon, il y a de la pub. Hein. Oui, c'est vrai, Voilà. il y a de la pub. Donc je pense que sur les contenus à la demande, ça viendra rapidement derrière. Tiens, on reste toujours dans cet univers d'Amazon avec le Pass Warner qui a enfin été annoncé. Et lancé. Puisque rappelons-le, toutes les offres, le catalogue d'HBO, en tout cas une grosse partie du catalogue HBO était, on va dire, réservé à OCS pendant de très nombreuses années. C'est ce qui faisait un petit peu la force d'OCS. Beaucoup de gens s'abonnaient pour ça. Bien voilà, ce partenariat s'est arrêté. Et donc Amazon va commercialiser l'offre de VOD du groupe Warner, qui a HBO. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes qui vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Déjà, on va commencer aux États-Unis avec le 12 avril, où le patron de ce nouvel ensemble, qui est Warner Discovery, va présenter la nouvelle offre à la demande du groupe. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce produit s'appelle HBO Max. Apparemment, il changerait de nom, mais on ne sait pas si ils vont mettre du Discovery, qui est du documentaire, plutôt, et quelle stratégie mondiale ils vont adopter, sachant qu'ils ont annoncé un lancement sur l'Europe en 2024. Donc d'ici là, en particulier en France, comme il y a pu OCS, sinon des queues de droit sur certaines séries, en fait, ils ont tout rapatrié avec ce fameux Pass Warner à 9,99, avec le meilleur de HBO et le meilleur de toutes les chaînes du groupe Warner, c'est-à-dire 12 chaînes pour 9,99 €, dont Eurosport. Et si on s'amuse à aller acheter Eurosport tout seul, donc ce qu'on appelle en stand-alone, par exemple sur Internet, l'Eurosport Player, c'est déjà 9,99 €. Donc c'est une offre qui est très très attractive. Ouais. Évidemment, il faut payer l'abonnement à Amazon Prime par ailleurs. Mais ça veut dire que c'est une offre très attractive, mais qui a priori devrait être éphémère. Oui, c'est une offre d'attente en quelque sorte, avant que Warner propose son offre en Europe et notamment en France. Mais on ne sait toujours pas si Warner va proposer. Voilà. Enfin, c'est peut-être pérenne aussi parce qu'aujourd'hui, sauf un faux contraire, on ne connaît absolument pas la stratégie de HBO sur le territoire français. Mais on aura, en théorie, le 12 avril, dans 15 jours, 3 semaines, normalement, il devrait s'exprimer, en particulier sur le déploiement international, puisque de tous les grands studios télé ou de cinéma américains, Warner est le seul à ne pas avoir de stratégie mondiale très lisible. HBO et Warner, c'est par exemple The Last of Us, qui a été diffusé en exclusivité pour tous les abonnés de Prime. Il n'y avait pas d'abonnement supplémentaire. Voilà, c'était pour le lancement en quelque sorte de cette collaboration. Ouais, c'était pour donner goût à la plateforme. Excellente série, je ne sais pas si vous avez vu The Last of Us tous les deux. Non, moi je l'ai pas vu, mais on en a parlé le mois dernier, effectivement. Ouais, c'est l'une des meilleures séries de l'année, je pense, en tout cas, pour Sens Critique, bien sûr. On va voir comment tout ça évolue et si Warner se décidera un jour à lancer en Europe sa propre offre. Exactement. Et si c'est Canal qui raflera la mise, comme souvent... Sur la distribution. Dans le cas. Prime, pas mal quand même. Prime, il tire un petit peu leur épingle du jeu quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça devient un très très gros acteur. Mine de rien, entre les directs, là, on va avoir rendez-vous dans 1 mois et demi, ça va être Roland-Garros. Donc ils vont encore capter, je crois d'ailleurs que le périmètre des droits doit s'agrandir. Donc ça devient, pour les matchs du soir... Au grand désespoir de France Télévisions d'ailleurs. Oui, après c'est un split de droits, voilà, c'est le jeu de la concurrence. Dans l'actualité aussi de la SVOD, tu voulais nous parler aussi des marques de séries qui sont parfois plus fortes, et souvent plus fortes d'ailleurs, que les plateformes qui les diffusent. Oui, alors c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais en fait c'est pas très étonnant parce qu'il y a profusion de plateformes aujourd'hui, et ces plateformes communiquent ou pas, mais très souvent, le fait générateur ou la motivation pour s'abonner, c'est souvent une série,
un acteur, mais très souvent les séries. Et avec le temps, les séries deviennent des marques, et on peut en citer des tonnes. On peut penser à Emily in Paris. En fait, les gens aujourd'hui, ils vont regarder Emily in Paris, mais au début, on sait que c'est sur Netflix, et puis à la fin, on perd un peu le fil de l'histoire. Et les sondages qui ont été faits, en particulier aux États-Unis, montrent que c'est devenu très très flou. Et en fait, la principale motivation aujourd'hui des consommateurs sont vraiment les marques de séries, qui deviennent des choses qui sont extrêmement importantes en communication. D'abord parce que les réseaux sociaux sont puissants, et les réseaux sociaux parlent plutôt des marques de séries que des plateformes elles-mêmes qui ont leurs propres actions marketing. Donc c'est très important, et on en parlait le mois dernier, mais par exemple Taylor Sheridan, qui est devenue une marque en tant que telle. C'est un peu le nouveau J.J. Abrams, en quelque sorte, du western ou de la... Toutes les séries qui en découlent, en fait, attirent un public qui, en fait, s'attache plus à la série, au showrunner et aux producteurs qu'à la plateforme elle-même. Oui, mais cela dit, bon, on voit Sheridan, il est maqué entre guillemets, excusez-moi, mais avec Paramount. C'est pareil pour Shonda Rhimes, qui est la productrice de Grey's Anatomy, qui est maquée avec Netflix. On voit que les plateformes sont assez malines, achètent toute le jus de crâne de ces gens-là, en exclu, en quelque sorte. Justement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils le font. C'est-à-dire que comme ça, ils s'assurent le fait que les gens qui disent Shonda Rhimes, on la suit, derrière, à la limite, ils vont oublier que c'est Netflix, mais quand la marque de série va sortir, ils vont aller voir le programme. Voilà. Alors ça pose aussi des questions en Europe, parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus de mal dans les services européens à avoir ce type de démarche. Oui, mais parce que si on revient à la base, le truc clé, on va enfoncer une porte ouverte, mais les abonnements, c'est avant tout pour des programmes qu'on va s'abonner à ces plateformes. Et que donc, de fait, les programmes, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc, une fois de plus, quand tu arrives sur ce marché, si tu n'as pas des gros moyens, tu peux avoir le meilleur service que tu veux. Si tu ne peux pas lutter en fait, avec les autres sur les investissements en production, c'est même pas la peine, quoi. C'est peine perdue. Il y a aussi un autre phénomène qui est assez intéressant, c'est des séries qui sont arrêtées par certaines plateformes et qui sont rachetées par d'autres. Netflix fait ça de temps en temps. Il y avait la rumeur sur Mercredi. Oui. Mais c'était qu'une rumeur à première vue. Et oui, parce que c'était un carton. Qu'ils feraient la deuxième saison. Mais il y a surtout The Office. The Office qui était chez Netflix et qui était repris par Universal. Oui, mais ils n'ont pas produit de nouveaux épisodes. Non, ils ont juste racheté. Il y a l'exemple de Black Mirror qui était sur Channel 4, je peux dire une bêtise, une chaîne anglaise, et qui a été rachetée qui s'est arrêtée, et la licence a été reprise par Netflix, qui a reproduit des nouveaux épisodes. Ouais. Et maintenant, la série, pour le coup, est attribuée, à peu près bien attribuée à Netflix. Ouais. Voilà, et passionnant, tout cet écosystème des séries qui évolue quasiment en temps réel. Merci beaucoup Pascal, tu restes avec nous. Tout de suite, c'est au tour de Guillaume, le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Je sais que vous attendez ce rendez-vous. Le voici, le voilà. Guillaume Boutin, alors, tu allais farfouiller dans tes algorithmes de Sens Critique pour nous ressortir la substantifique moelle. Quelles sont les séries qui buzzent le plus ce mois-ci ? Déjà, l'introduction, je dirais que c'est pas un énorme mois. Il n'y a pas de grosses cartouches qui sont sorties ce mois-ci. On va commencer par celle qui a généré le plus de bruit, donc l'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier. Faut avoir le moral. C'est sûr qu'en regardant cette série, on va se replonger dans ce qui est peut-être la pire affaire criminelle de l'histoire, celle qui a traumatisé le plus de gens. Donc Netflix va dans sa logique des docs un petit peu true story, soit sur des faits divers, soit sur des personnages atroces. On avait vu pour l'affaire Grégory, mais aussi aux États-Unis sur Ted Bundy, Dahmer, etc. Et donc là, ils continuent un petit peu dans cette voie. Là, ils ont choisi un angle édito un petit peu différent. L'idée est de s'interroger sur le rôle donc de Monique Olivier, la compagne de ce cher Fourniret, et de savoir si elle a été victime, complice, etc. Quel a été véritablement son rôle dans cette affaire. Ça marche plutôt bien chez nous. On est à 6,9, ce qui est bien pour un doc Netflix. Le doc fait assez le job, il retrace bien l'affaire, il met notamment en exergue tous les manquements, et ça rend fou les gens, mais parce qu'on les a oubliés, mais que si Fourniret a pu faire tout ce qu'il a... Enfin, en tout cas, s'il a pu continuer pendant des années, c'est qu'il a bénéficié de concours de circonstances assez incroyables et de vraies lacunes, tant dans le système judiciaire ou policier. En revanche, voilà, petit bémol, c'est que par rapport à la problématique qui est posée sur le rôle de Monique Olivier, la série, au final, y répond pas vraiment.
bon, elle donne quelques pistes comme ça, mais il n'y a pas vraiment de réponse à la fin. Donc voilà, si on est de bonne humeur, et si on a fait le tour de fait entrer l'accusé, parce que là c'est quand même assez morbide. Enfin, c'est glauquissime. Évidemment, c'est glauquissime. On est alors j'ai pas vu la série, mais pour connaître le fait divers un petit peu, on est au summum du glauque. Je pense qu'il n'y a pas pire à faire dans l'histoire française. Et évidemment, ça cartonne en termes d'audience, parce que on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est. Pour l'anecdote, j'ai lu quand même beaucoup de commentaires de gens qui n'osent pas y aller. Moi, par exemple, j'ose pas y aller. J'ai pas le courage de me faire de plonger dans cette histoire-là. Ouais. Tellement c'est dur. Mais bon. Mais c'est un peu comme l'affaire Grégory finalement. Ouais, moi, j'ai pas ouvert. C'est beaucoup moins glauque. C'est beaucoup moins glauque. Enfin, les détails, on va pas les évoquer ici, mais les détails de l'affaire Fourniret, ces procédés, tout ce qu'il a fait, quand on rentre dans le détail, on n'a pas idée ça dépasse l'entendement. Mais les angles éditoriaux sont pas les mêmes. Sur l'affaire Grégory, il y avait une véritable remise en cause à la fois des médias et du rôle de la justice, et surtout ce qui a permis de dériver dans l'interprétation. Mais tu es toujours sur les manquements d'un système quand même. Mais sur l'affaire, malheureusement, Monique Olivier, qui est toujours en vie puisque Fourniret est parti, c'est qu'il y a de telles zones d'ombre qu'à un moment donné, on essaie un peu en attente de se dire, parce qu'on regarde ces séries-là, je suis désolé, il y a un petit côté voyeurisme mais quand bien même. sûr, mais ça, c'est même un gros côté voyeurisme. Voilà, on attend des révélations. Et en fait, on comprend mieux l'affaire, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites, parce qu'on ne lit pas les journaux tous les jours pour savoir ce qui se passe sur ces affaires-là. Voilà, c'est un peu pas terminé, quoi. Non, mais on connaîtra sûrement jamais la vérité. Ouais, c'est clair. mon avis. Il y a aussi un autre documentaire lié à l'actu qu'on va évoquer dans un instant, dont on ne connaît pas l'issue et qui cartonne aussi, mais on évoque ça dans une minute. Donc ça, c'est sur Netflix, l'affaire Fourniret. Anatomie d'un divorce, Disney+. Tout à fait, ouais. Série plutôt dans la gamme adulte, on va dire, de ce que propose Disney. On est plus vers le HBO. Mais comme beaucoup de leurs titres, d'ailleurs, Disney maintenant prend un vrai positionnement sur ce créneau, on va dire, en termes de cible. Alors, c'est une série qui est tirée d'un best-seller que nous propose Disney, qui est créé donc, par Teffy Brodesser-Hackner, désolé pour le livre, donc qui est à la fois l'autrice du livre, mais aussi la showrunneuse de la série, ce qui nous garantit quand même que le livre va être respecté. Il y a un très beau casting avec notamment Jesse Eisenberg et Claire Danes. Et globalement, en 2 mots, alors, c'est l'histoire de Toby Fleshman, qui est un brillant médecin new-yorkais qui vient de divorcer de sa femme, Rachel, donc interprétée par Claire Danes. Mais donc, ils ont divorcé, ils se sont installés. Lui va commencer un petit peu à goûter à la liberté et d'un coup, sa femme disparaît. Voilà, enfin, son ex-femme disparaît, ce qui pose évidemment beaucoup de complications. Disparaît. Elle disparaît. D'accord. On ne sait pas ce qu'elle devient. Enfin, on saura. Plus tard, j'imagine. Et donc, on va avoir un personnage qui va être un petit peu perdu dans une vie où il se retrouve à devoir gérer plein de choses. Mais surtout, il va lui-même s'interroger sur son couple. Et en fait, la quête, on va dire, de savoir où est passée Rachel, ça va être une introspection, en fait, sur lui, son couple. Et surtout, l'occasion pour la série de s'interroger sur, on va dire, les fondamentaux des couples hétérosexuels normés, bourgeois, on va dire, dans notre société, puisque globalement, une fois qu'on a acheté sa maison avec son crédit, qu'on a une belle carrière, que les enfants sont grands, etc., qu'est-ce qu'est notre vie, en fait ? Et voilà, ça permet d'interroger beaucoup de choses là-dessus. C'est très réussi. Chez nous, c'est 7,3, ce qui commence vraiment à être une très bonne note. Ça s'adresse, je pense, plus à des plus de 30 ans, parce que c'est vraiment des questionnements existentiels. On retrouve Jesse Eisenberg, alors, qui est parfait dans le rôle. On voit sa manière de jouer, le mec toujours un petit peu stressé, donc là, ça lui colle parfaitement. Et ainsi que Claire Danes aussi, qui est dans une crise existentielle. Si on se souvient j'ai un trou de mémoire, la série d'espionnage américaine dans laquelle elle était l'héroïne et la productrice. Et là, vous m'aidez pas, merci, messieurs, on connaît non, que mais ça. Alors là, franchement, on sèche. L'otage américain, tu sais, qui est retourné, qui revient Homeland. Homeland, merci. Et alors, merci à Jean-David, qui, dans l'oreillette, vient de me souffler la réponse. Merci, Jean-David. On l'avait vu dans Homeland, toujours, elle extrapole à mort ses rôles, elle se met dans des états, et là aussi, on la retrouve. Donc voilà, on va dire que c'est la recommandation Sens Critique de la semaine. Très bien. On revient au docu-réalité, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est un docu. Voilà, un doc qui revient sur des grands faits d'actualité. Il y a quelque chose qui fascine l'audience, c'est les crashs d'avions. Et là, on revient sur un crash incroyable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est parti cet avion. C'est unique dans l'histoire de l'aviation. Voilà, c'est le vol MH70 c'était en 2014 cette histoire-là. C'est ça, tout à fait. C'était un vol qui reliait Kuala Lumpur à Pékin
qui s'est donc volatilisé. Voilà, et donc depuis énormément de théories. Bon, je ne vais pas vous refaire le truc, tout le monde connaît l'histoire. Mais c'est vrai que là où c'est intéressant de prendre ce sujet, c'est que c'est unique dans l'histoire de l'aviation moderne. C'est-à-dire qu'on a toujours retrouvé les avions, on a quasiment toujours donné les explications. Parfois plus ou moins, mais là c'est vraiment unique. Il y a d'ailleurs une grande série qui cartonne d'ailleurs sur ce sujet. Mayday. Mayday, alors qu'il y a plusieurs noms. Ouais, oui, il y a plusieurs noms et qui existent depuis de très nombreuses années, qui étaient diffusés sur National Geographic, je crois. Mais aussi sur RMC. Et sur RMC. J'ai regardé sur RMC. Et c'est marrant parce que c'est fait à chaque fois, c'est comme une enquête policière en fait. C'est ça. Donc c'est assez passionnant. Et on explique les crashs, quand on a la réponse, mais 99% du temps, on a la réponse puisqu'on retrouve des boîtes noires. 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais en général, on trouve toujours. Mais là, ça fait quasiment 10 ans et on ne sait pas où est passé cet avion. Non, alors déjà, on ne sait toujours pas, vous ne le saurez toujours pas à l'issue de la série. Donc c'est mini, c'est 3 épisodes. Et l'idée, alors, de la proposition de la série, c'est de faire le point un petit peu sur toutes les théories, mais c'est là-dessus qu'elle va pêcher. Alors chez nous, c'est plutôt une mauvaise note, c'est 5,6. Et globalement, le gros des reproches qui est fait, c'est que on va exposer toutes les théories, même les plus farfelues, même certaines quasiment complotistes. Et au final, il n'y a aucun recul en fait qui est pris par la production, par le réalisateur. Je ne sais pas, mais en tout cas pour les gens qui nous proposent cette série. C'est-à-dire que journalistiquement, c'est pas sérieux, quoi. Et on te pose des éléments comme ça. Voilà. Et démerde-toi avec ça. Et avec des choses vraiment parfois qui sont quand même assez mindfuck. En tout cas, on peut se dire qu'ils ne sont pas dignes d'une vraie production. Alors c'est vrai que c'est très spectaculaire et on se dit c'est captivant, mais c'est... à côté de ça, ils n'ont fait témoigner que des gens qui se sont intéressés quasiment depuis le premier jour. Donc les personnes dont on suppose que leurs théories sont un peu farfelues, en fait, ils les défendent depuis le premier jour à différents points de vue, mais c'est des gens qui ont quand même bossé sur l'affaire. C'est pas des gens... Tu sais, je suis d'accord, mais en 2023, quand on sait aujourd'hui le poids des fake news, des théories du complot, etc., on est en droit d'attendre, quand tu as des gros networks comme ça qui te proposent des programmes, d'avoir un tout petit peu de recul. Je veux dire, tu as peut-être des mômes, enfin c'est toujours pareil, tu auras des mômes de 16, 17, 18 ans qui n'ont pas forcément le recul suffisant et qui vont te prendre ça et qui demain vont se mettre à penser que limite c'est des extraterrestres qui ont enlevé l'avion. Et ça, moi je pense que, après c'est que mon avis, on s'en fiche de mon avis, mais je ne suis pas seul à partager cet avis, puisque voilà, je vous dis, c'est un mauvais retour. Bon, à noter toujours l'histoire très touche, parce qu'il est très présent dans le doc de Guylain Watrelot, qui est donc le Français qui a perdu sa femme et ses 2 enfants dans le vol, c'est le combat de sa vie. Il a écrit 2 livres, je crois, déjà sur le sujet. C'est peut-être d'ailleurs le moins inintéressant à écouter. Ouais, et qui mène la bataille judiciaire. Et c'est vrai que les autres témoignages aussi sont parfois peut-être un peu faibles, parce que ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est assez parcellaire. Mais une fois de plus, si tu veux, le travail de journaliste, c'est quand même de vérifier un petit peu les faits, de porter la contradiction à ses interlocuteurs. Enfin, tu vois, de ne pas prendre tout pour argent comptant. Oui, c'est-à-dire que là, ça devient presque de la fiction à des moments et on s'éloigne d'une réalité qu'on ne connaîtra jamais. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on la connaîtra un jour. Je pense qu'on la connaîtra, mais on se pense dans longtemps. Espérons-le, voilà. Quand les dossiers seront déclassifiés, comme on dit, c'est ça? Ou déclassés? Exactement, ouais, un petit peu comme l'affaire Kennedy. Exactement. Alors, on poursuit. Direction Arte maintenant, qui encore une fois fait de très très bonnes choses. Et tu voulais nous parler de cette série Esterno Noté. Tout à fait, Esterno Noté, une série italienne créée par Marco Bellocchio. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand réalisateur italien qui nous a notamment proposé il y a quelques années Le Traître, qui a été sélectionné à Cannes et aux Oscars. Je ne sais pas de lui, bon bref. Très bon film, voilà. Alors Bellocchio, il a une spécificité, c'est qu'il revient un petit peu sur tous les traumatismes, on va dire, des 50 dernières années de l'histoire italienne. Donc à l'époque, Le Traître, c'était sur le repenti, j'ai oublié son nom, mais qui a fait tomber Totorina, et c'était, vous savez, les grands procès des 300 mafiosos dans les années 80 avec le juge Falcone, etc. C'est lui, en fait, qui a trahi Cosa Nostra. Il a perdu toute sa famille pour ça, d'ailleurs, ses enfants, etc. C'était assez horrible. Et là, bref, cette série, elle revient, alors cette fois, sur ce qu'on appelait les années de plomb, et notamment donc l'émergence des mouvements d'extrême gauche en Italie, et notamment les Brigades Rouges, voilà, qui ont ensanglanté, qui ont vraiment traumatisé l'Italie des années 70, et en particulier avec l'enlèvement puis l'assassinat de Aldo Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne. Ça a été un vrai traumatisme en Italie à l'époque, puisqu'on a suivi jour par jour les suites de son enlèvement pour que finalement il se fasse exécuter. De manière assez sordide d'ailleurs. Et bref, et donc Bellocchio, comme à chaque fois, en fait, il va disséquer
véritablement, il va passer au microscope en fait la société italienne, qui est une société très particulière, notamment du fait de la présence de la mafia, de la corruption, etc. Enfin, l'Italie, jusque dans le milieu, fin des années 90, on était quand même dans un système assez particulier. Je vais vous citer quelqu'un qui résume assez bien, un no-user qui résume assez bien le propos, il s'appelle T2C, et il nous dit que le fil de son scalpel soulève délicatement les peaux mortes pour qu'exalte la puanteur des chairs et des âmes noircies. Oula. Mais ça résume assez bien la série, puisqu'on est sur une série quand même qui est assez dark, qui va aborder la corruption, le clientélisme, la mafia, le rôle du pape, etc. Donc c'est assez passionnant, à la fois le fond de l'affaire, mais aussi le traitement que va proposer Bellocchio. Et pardon, je ne vous ai pas dit, c'est très bien noté chez nous, c'est 7,4. C'est sur Arte, je rappelle que c'est gratuit. Belle petite pépite, voilà. Mais comme souvent avec Arte qui nous Mais c'est une coproduction Arte, pourquoi ça arrive sur Rai. Arte, tiens, ce truc-là? Alors à la base c'est la Rai, c'est italien. Ça aurait pu arriver, enfin Netflix aurait pu acheter les droits ou... Alors je t'avoue peut-être. Ouais, Mais après Bellocchio c'est... Alors on n'est pas dans de l'art essai, mais c'est un auteur quand même de cinéma. Qui a quand même fait des films de traite, je crois, il a fait 300 ou 400 000 entrées, donc c'est pas un petit réalisateur, mais en tout cas ça rentre bien dans la ligne édito de Arte, parce que décryptage de phénomènes de société, etc. Ouais. Ils savent bien acheter aussi. Oui. Donc ça joue. Je rappelle aussi qu'il y a une très bonne série. Mais c'est intéressant qu'il y ait encore des petites pépites qui doivent être abordables pour Arte, qui n'a pas le budget évidemment de Netflix, et qui arrivent à faire des super coups. Ouais. Donc, ils ont une série israélienne aussi qui est Manayek, Les Cafards, série policière. Qui est sortie en même temps que la série italienne, qui est c'est une série sur la mafia policière. Je rappelle pour l'anecdote que la première diffusion de Breaking Bad en France, il y a très longtemps, c'était Arte. C'était Arte, eh oui. Avant que, évidemment, cette série... Avant que ça arrive sur Netflix, ouais. Tout à fait. Et elle n'avait pas très bien marché d'ailleurs sur Arte. Ouais. Comme quoi, il y a le choix des programmes aussi qui jouent. C'est sûr. Et donc Arte, rappelons-le, et tu l'as dit, c'est un service qui est totalement gratuit, sans pub en plus, donc il faut en profiter. C'est l'une des applis à installer sur son smartphone ou sur sa télé. Pour terminer, direction Prime Video, qui est récompensé aussi par Sens Critique ce mois-ci. Yes, avec alors une petite série, c'est pas le buzz de l'année, mais bon, en tout cas, on en parle. C'est Daisy Jones and the Six, qui est sorti début mars. Le pitch, en gros, on va retracer en fait l'histoire d'un groupe dans les années 70, donc Daisy Jones and the Six, donc Daisy Jones étant la chanteuse. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait on va revisiter un petit peu les années 70, donc ça commence, c'est une belle histoire d'amitié sur fond de musique, d'ambiance épi, on écoute son premier tube à la radio, le groupe va exploser, ils vont devenir un groupe majeur de la scène de l'époque, et pourtant un soir au sortir de peut-être leur plus gros concert, ils décident de se séparer, et en fait on va passer quelques décennies après, et la série est construite un peu comme un flashback, et en fait toute la série on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que ce groupe en est arrivé là. C'est intéressant à la fois pour la culture de l'époque, on va dire, et ce côté, ce up and down de l'époque hippie avec les premiers moments un peu fous, euphoriques, et puis la descente, notamment à cause des drogues, etc. etc. Donc c'est une série sympa qui se regarde. Qui doit s'inspirer sans doute d'un groupe. Alors, est-ce qu'on arrive à le deviner? Mais il faudrait regarder. Mais ça doit être j'ai beaucoup trop aujourd'hui. Je suis désolé. C'est une vraie histoire. Non, mais c'est bien que tu nous le dises pas, parce que ça nous permettra de le découvrir si on regarde cette série-là. Et je voulais vous dire là, donc 6,9, donc sympa, petite série qui se regarde, sympa. Moi, je trouve que Prime est en train de monter en qualité. C'est impressionnant. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Je me suis poilé avec LOL qui ressort la saison 3. Je ne sais pas si c'est noté, ce type de choses. Oui, c'est noté, c'est beaucoup noté même. Alors, je vais même vous donner une info. Dire du mal. Pour dire du mal. Ouais, pourtant... parce que... excuse-moi Pascal, parce que c'est des... Chez nous, entre guillemets... Ouais, c'est pas la cam, entre guillemets, de... Oui, mais alors, non, ce qui est toujours paradoxal... là, en nouvelle saison, c'est celle qui marche le mieux en ce moment chez nous, dans les nouvelles saisons qui sortent. Ouais. Donc non, les gens, ils matent, mais ils sont contents d'en dire du mal. Comme je disais, c'est un peu un défouloir. Ouais, on a un public exigeant, donc tout ce qui est grosse comédie, etc. Ouais. Mais n'empêche qu'ils regardent quand même. Voilà. C'est le programme donc le plus vu sur Amazon Prime Video en France depuis le lancement de Prime Video. Ça m'étonne pas. Voilà. Parce que là, tu vois, même toutes les reprises partout. Enfin, tout le monde en parle. Et ça puis... touche, tu vois, du 7 à 77 ans, ça touche toutes les tranches d'âge. Il y a Philippe Lachaud, donc, qui est l'animateur et qui cartonne aussi en salle. Et je pense qu'il y a un effet, là, pour le coup... un timing parfait pour lui. Et puis il y a un casting incroyable. Cette année, pour la saison 3, il y a vraiment la crème de la crème. Gad Elmaleh. Virginie Fira.
Paul Mirabel, enfin c'est vraiment excellent. Et si vous voulez, alors franchement, je pense qu'on peut se regarder Fourniret pour déprimer et LOL qui ressort pour poser le cerveau à côté et s'amuser. Eh bien voilà, on revient dans un instant pour poursuivre évidemment cette ultra haute émission. Messieurs, on va accueillir notre invité. On va découvrir un nouveau média social qui s'appelle Réel Média et Arnaud Delhommel, son cofondateur, nous rejoint sur ce plateau tout de suite. Et notre invité maintenant dans ce numéro de l'Ultra Haute Émission, c'est Arnaud Delhommel. Bonjour Arnaud. Bonjour François. Cofondateur de Réel Média, avec toujours évidemment Pascal Le Chevalier et Guillaume Boutin. Et oui, un nouveau média arrive et il se veut réel. On va le découvrir avec vous. Alors là, on n'est pas sur les plateformes de SVOD traditionnelles, c'est vraiment un réseau social en quelque sorte, en tout cas un média social qui est disponible sur smartphone. D'ailleurs, on le voit, toutes vos vidéos sont tournées en vertical. En tout cas, quand je suis allé sur votre page Facebook, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Réel Média, Arnaud ? Oui, Réel Média, en fait, c'est un média qu'on a lancé la semaine dernière avec Bernard de la Villardière et Stéphane Montmarson. Donc Bernard de la Villardière, vous connaissez via sa activité de présentateur pour M6. Je travaille avec lui depuis une quinzaine d'années. Et Réel, c'est en fait un média national et international consacré aux acteurs du changement. On part du principe qu'on a tous un rôle à jouer dans ce monde qui est en pleine évolution avec la guerre, la crise, l'inflation, etc. Et on estime que plutôt que voir le négatif, tout ce qui ne va pas, on va tous mourir, non, on ne va pas tous mourir, on mise sur la capacité de l'homme à se réinventer, à créer, à préparer le monde de demain, aussi bien pour vivre vieux, en bonne santé, que pour nourrir la planète, etc. C'est vrai que l'info est anxiogène. Ouais. Et en général, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est l'info anxiogène qui fait de l'audience. Ouais. Vous pensez que malgré tout, on peut, en distillant des choses positives comme vous le faites, etc., en se tournant vers l'avenir, aussi intéresser les gens ? Oui, d'ailleurs on a réussi à le prouver. En fait, on est parti d'un chiffre qui est très alarmant parce que 6 Français sur 10 se disent aujourd'hui stressés ou déprimés par l'information. Donc on voulait proposer une offre qui soit différente. Et il y a 2 ans, avec Bernard, on a déjà lancé un média sur les réseaux sociaux qui s'appelait Néo, consacré au territoire local. C'est un média que je dirigeais. Et d'ailleurs, Réel Média, c'est un peu un spin-off de Néo, en quelque sorte. Pas tout à fait. Néo, c'est vraiment axé sur le local, les territoires, la culture populaire française. Un Jean-Pierre Pernaut, si vous voulez, version 2.0 en digital. Néo et Réel, c'est beaucoup plus international et national et consacré à l'inventivité, à la créativité, à la solidarité. Voilà, donc c'est vraiment une offre différente, complémentaire. Et Néo, on a vu qu'il y avait un certain succès. D'ailleurs, c'est vrai que ce que vous dites, on pourrait penser que sur les réseaux sociaux, on a tendance à clasher, à liker ou à s'étrangler autour de contenus qui ne font pas l'unanimité. Néo, c'était la preuve inverse, parce que c'était 1 milliard de vues en 2 ans. 1 million d'abonnés en 2 ans, donc un vrai succès. On espère que Réel sera également un succès. Voilà. Et d'ailleurs, en discutant avec des experts des réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on peut penser, l'intégralité des échanges sur les réseaux sociaux, une majorité des échanges ne sont pas des échanges négatifs. C'est plutôt de l'encouragement, de la bienveillance, de l'admiration. Et nous, c'est sur ces ressorts qu'on veut surfer pour que les gens soient inspirés par des contenus positifs, qu'on ait juste envie d'encourager ceux qui œuvrent. Mais en fait, on est tous acteurs du changement à notre petite échelle ou à notre grande échelle. Quand on est patron, on a un rôle à jouer pour réindustrialiser la France. Quand on est simple citoyen, on s'engage parfois secrètement dans des associations, etc. Parce que, en fait, vos canaux de diffusion, ce sont les réseaux sociaux, donc Facebook, bien sûr, Twitter, mais aussi TikTok. TikTok, Instagram. C'est pas la même audience, en fait. Non. Comment arrivez-vous à satisfaire, entre guillemets, tout le monde ? On ne poste pas tous les contenus partout. On décline d'une certaine manière nos contenus aussi en fonction des réseaux sociaux, parce qu'effectivement sur Facebook ou sur TikTok, on n'a pas forcément les mêmes tranches d'âge. Donc on adapte les contenus et dans les différents types de contenus, donc ça c'est pas les mêmes durées. C'est plutôt le même type de format, par contre en format vertical. Et dans les sujets qu'on va retrouver, on va avoir du reportage. Donc sur le terrain, on a des journalistes, une quinzaine de journalistes qui sont à la rédaction et qui partent sur le terrain pour faire des sujets. On a aussi des interviews en face caméra en studio. Ouais, j'avais une question plus business, on va dire. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à abandonner Néo pour créer ce nouveau média ? Parce que dans l'absolu, on pourrait se dire Néo aurait pu faire un petit virage éditorial ou vous auriez pu créer une deuxième chaîne verticale à côté de Néo. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à quitter l'aventure pour repartir sur une nouvelle aventure ? En fait, on a quitté Néo parce que on n'avait pas la même vision sur le long terme, sur justement l'évolution éditoriale du média.
Sur Réel, on va retrouver un peu plus d'actualité aussi, plus de tech, plus de science, plus de nature. Donc c'est une offre qui est complètement différente. Et puis dans Néo, on n'était pas seul à bord, on était associé à d'autres partenaires qui continuent l'aventure de leur côté et pour qui tout se passe bien. Et nous, on voulait voler une divergence éditoriale, on va dire, entre associés sur Exactement. Et c'est une divergence sur le long terme. Et donc on a préféré se lancer dans une autre aventure. Alors justement, deuxième question business, le modèle économique. Alors le modèle économique de la plupart de ces médias repose sur ce qu'on appelle le brand content. Donc ce sont chez Réel, en l'occurrence, on aura 5 à 10% des contenus qui seront en partenariat avec des marques. C'est pas du contenu publicitaire comme on l'entend, c'est pas une pub télé. C'est un sujet éditorial qui est construit avec la marque pour répondre à ces enjeux de communication, soit parce que la marque a des fondations, elle a des enjeux dans la solidarité, le social, etc. On a un premier gros partenariat avec le groupe L'Occitane, qui est un des acteurs en France et qui a été l'un des premiers engagés en matière de RSE, de reforestation, mais aussi à l'international, parce qu'il y a des campagnes d'alphabétisation, notamment au Burkina Faso, du microcrédit. Donc le brand content, nous, on est un peu plus large que le brand content. On est aussi une agence de production pour la télé. Avec Bernard, on produit des documentaires pour plusieurs chaînes depuis une vingtaine d'années. Et puis, à terme, on va organiser aussi des événements qui seront en partie sponsorisés par des marques. Des concerts, prix, etc. Il y a du monde quand même sur ce segment du média social. Alors, bien sûr, il y a Brut, il y a Combini, il y en a d'autres. Outsider. Voilà. Outsider, oui. Absolument. Le gâteau est assez gros pour trouver votre place. On constate en fait que il y a effectivement quelques acteurs, mais c'est rien par rapport aux différentes chaînes de télé qu'on constate aujourd'hui. Et il y a un énorme report de l'audience télé vers les réseaux sociaux. Donc oui, il y a de la place. Il y a de la place aussi pour le business, parce que le marché du brand content évolue de 20% chaque année, ce qui pénalise un peu les chaînes de télévision traditionnelles, parce que ce sont des reports de budget publicitaire. Donc oui, il y a de la place. Et puis, en misant sur l'innovation, la technologie, la science, la nature, on se dit aussi qu'on va proposer une offre qui est complémentaire à tout ce qui existe déjà, parce que la plupart des journalistes ont des formations plutôt littéraires. Nous, on s'intéresse davantage à tout ce qui est scientifique et humain. Très bien. Combien de vidéos postez-vous ? Vous avez une cadence bien précise ? On poste entre 2 et 4 vidéos par jour. Ah oui. Donc ça nécessite quand même pas mal de production. Oui, pas mal de production, une équipe d'une quinzaine de journalistes, on a des correspondants partout dans le monde, des agences de production. Et puis pour financer tout ça, on a levé des fonds auprès d'investisseurs qui sont plutôt des families and friends, comme on dit, parmi lesquels Benoît Habert, administrateur du Figaro, l'un des cofondateurs de GL Event, qui est le premier organisateur d'événements dans le monde, Olivier Roux. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des velléités à ouvrir l'audience de Réel Média, par exemple, à la télé ? Voilà. Est-ce que demain on pourrait regarder votre contenu sur la télé ou vous vous cantonnez Chanel, par exemple, au mobile ? Oui, il y a d'ailleurs des acteurs dans les chaînes de télévision qui commencent à créer des verticales, je pense notamment à Sisplay avec Combini. Donc oui, demain on pourrait être diffusé notamment sur ces plateformes digitales qui appartiennent à des groupes de télé, mais aussi des émissions propres, des reportages propres qui seraient inclus dans des cases de télévision. Ouais. Et puis du documentaire créé spécialement dans notre ligne éditoriale, évidemment, mais pour les chaînes de télévision. On voit que pour Brut, c'est compliqué en ce moment. Ils ont levé beaucoup d'argent, mais voilà, le modèle économique est compliqué à mettre en place. Est-ce que voilà, le contexte actuel avec, voilà, on le voit, un rétrécissement du marché publicitaire, enfin voilà, toute l'actualité géopolitique, etc. Est-ce que c'est le bon moment aussi de lancer un média comme celui-ci ? On prend le cas de Brut, mais je crois qu'ils ont annoncé vouloir être rentables cette année. Effectivement, ils ont fait plusieurs levées de fonds. Enfin, c'est l'acteur numéro 1 qui est pour nous quand même un exemple de réussite. Après, c'est un acteur qui a grossi très vite, qui s'est élargi à l'étranger, qui a lancé une plateforme Brutix qui n'a pas forcément pris, etc. Nous, on a des ambitions qui sont un peu plus modestes. On a une société d'une vingtaine de personnes la première année, on n'est pas 300. On limite vraiment et on contrôle nos dépenses et on reste super concentré sur l'objectif à la fois de brand content, production documentaire. On ne se disperse pas, on essaie de faire les choses bien à notre échelle. Guillaume. Et j'ai une petite question, c'est tout ce qu'on entend sur TikTok. Donc aujourd'hui, en social, TikTok, c'est devenu la stratégie pour n'importe quel média social puisque c'est celui qui fait le plus de croissance. Comment vous percevez les mauvais signaux qu'on a de plus en plus TikTok est interdit auprès des hommes politiques, au Parlement, etc. Enfin, il y a énormément de boucliers qui commencent à se lever contre TikTok. Oui. Vous percevez ça comment ?
Oui, je pense que de la même manière que le CSA contrôle, enfin l'ARCOM contrôle les chaînes de télévision, il faut qu'il y ait quand même une régulation. Il ne faut pas qu'on trouve tout. Enfin, on l'a vu il y a quelques années, notamment avec les réseaux djihadistes qui recrutaient à tour de bras sur les réseaux sociaux, etc. Sur TikTok, on trouve effectivement de tout, mais comme sur d'autres réseaux sociaux, donc il faut qu'il y ait un contrôle. Mais c'est à nous aussi de proposer autre chose et d'essayer d'innover pour que les consommateurs s'y retrouvent et viennent consommer nos contenus plutôt qu'aller chercher des contenus. Et nous, nos contenus sont fabriqués par des journalistes. C'est pas dangereux d'être dépendant comme ça des plateformes américaines? Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on vous coupe le robinet de Facebook, Ouais. Je peux apporter une réponse. de Twitter. Ouais. Aujourd'hui, de toute façon, si tu bosses dans le digital, tu es toujours dépendant d'Américains. Tu es dépendant de Google si tu as un site, Ouais. tu es dépendant de Facebook, de Microsoft. Tout le monde est dépendant aujourd'hui de toute façon. en digital. D'Amazon. Enfin, des GAFAM. Hein, voilà. Ouais. Donc, Oui, je crois que la presse écrite, d'ailleurs, a un enjeu majeur avec Google pour le référencement, pour recruter des abonnés et du trafic. et les revenus derrière, enfin bref, Ouais. À terme, on a quand même vocation à lancer notre propre site et notre app dans le courant de l'année. Mais on sait que l'essentiel du trafic, c'est ce qui fait aussi la force et la viralité de ces vidéos. Ça a un impact énorme on l'a vu avec Néo, les réseaux sociaux ont un impact de diffusion qui est colossal. On a changé des vies, on a sorti des gens de la rue, on a sauvé des musées. Voilà, il y a une force de frappe qui est colossale et qu'on n'aura jamais avec notre propre application. Et après, je pense que les intérêts sont croisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces plateformes, elles ont aussi besoin d'acteurs, de contenu de qualité, à la fois pour l'audience, à la fois parce que souvent ces acteurs investissent de la pub dessus. Donc c'est un équilibre quand même qui c'est win-win, on va dire. Ouais, pas tout à fait. Mais c'est pas win-lose. C'est pas 50-50, on va dire. C'est win-win, mais pas 50-50. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous tous. Et bon vent donc à ce nouveau média, Réel Média, dont vous êtes le cofondateur, avec Bernard de la Villardière. Et vous restez avec nous. Laure Foulquier nous rejoint pour terminer ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. On va parler d'un festival de séries. À tout de suite. Et Laure Foulquier nous a rejoint sur le plateau de l'Ultra Haute Émission. Bonjour Laure. Bonjour François, bonjour à tous. Laure Foulquier qui est productrice, vous le savez, sur la chaîne Tech & Co, mais qui est aussi fan de séries, tout comme nous d'ailleurs. Et donc on a fait un peu bosser une fois par mois, notamment sur un rendez-vous d'actualité, hein, c'est le festival Série Mania 2023 et tu voulais nous en parler. Oui, absolument François, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais la 5e édition a lieu et c'est un petit peu l'endroit où il faut être pour savoir ce qui va cartonner prochainement sur les plateformes de streaming. Donc c'est 8 jours de projection en avant-première du meilleur des séries internationales, donc il y a aussi bien des sélections françaises que de toute l'Europe. C'est un gros festival européen, mais c'est aussi des rencontres pour les pros de l'industrie. Il y a même une école de formation qui a été lancée pour les étudiants. Enfin bon, voilà, c'est un véritable lieu de rencontre et je pense que c'est une véritable action pour soutenir la création de séries en Europe. C'est un peu le festival de Cannes pour les séries. En version série. Alors attention. Guillaume, tu connais ce... Oui, c'est un très très beau festival. C'est probablement le festival en Europe le plus important sur les séries, peut-être même dans le monde. Et c'est une très très belle aventure parce qu'au final, c'est un festival qui est assez récent. Ouais. Et qui s'est fait vraiment une place, qui a été portée aussi beaucoup par la région et par la ville de Lille, et avec une très bonne équipe. Et je ne suis pas objectif, parce que Sens Critique est partenaire de ce festival. On y était présent, on y est présent en ce moment. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est une très belle initiative française, vraiment. Très bien. Oui, absolument. À ne pas confondre avec Cannes Series, qui va aussi bientôt arriver au mois d'avril, du 14 au 19, qui est le petit frère du Festival de Cannes, mais festival pour les concurrent en quelque sorte. Voilà, pour moi, c'est concurrent de Série Mania. Mais moins d'envergure. Moins important en termes de programmation. Et qui est adossé au MIP TV, qui est un autre événement, donc c'est aussi... qui est très soutenu par Canal+. Il n'y a pas beaucoup de programmation Canal+. Enfin, Canal+, c'est la plateforme la plus absente, on va dire, de Série Mania, ou juste avec deux, et on comprend pourquoi, parce que si elle... ils se gardent pour Cannes Série. Bien sûr, Cannes Série, d'accord. Série, il y a des séries internationales qui sont présentes, hein, d'ailleurs, je crois. À Série Mania ? Oui, bien sûr. Il y a des productions de toute l'Europe, du monde entier. On y a d'ailleurs vu, parce que c'est des présentations de séries qui vont arriver, mais c'est aussi des présentations de nouvelles saisons qu'on attend, et notamment la saison 4 de Succession. Je pense à ça, parce que c'est quand même une grosse production
production qui a un succès mondial. Il y avait d'ailleurs l'acteur principal, Brian Cox, qui était présent au festival Série Mania à Lille. Il y a beaucoup de monde qui sont présents. Moi, je voudrais juste dire un petit mot sur 2 séries qu'on attend. C'est 2 séries françaises. C'est Salade grecque de Cédric Clapiche. Voilà, on ne peut pas passer à côté. C'est la suite de L'Auberge espagnole, mais en série. Donc, c'est où ça, sur Netflix ? Ça va arriver sur Prime. Sur Prime. Sur Prime, le joli 14 coup avril. pour Amazon, quand même. Absolument. Ouais. Absolument. Donc c'est la suite de L'Auberge espagnole, c'est la première série du réalisateur et on retrouve en fait les enfants de Xavier qui est joué par Romain Duris. 20 ans après, on les retrouve à Athènes sur fond de crise migratoire et la série dresse le portrait d'une jeunesse plus engagée et moins insouciante qu'il y a 20 ans. Sa fille en fait qui est censée être en Erasmus, on apprend qu'elle a arrêté ses études pour venir en aide aux migrants. Donc voilà, c'est toute cette histoire qui sera à retrouver le 14 avril sur Prime Video. D'accord. D'autres séries ou pas ? Une autre série, aussi qui est très attendue, qui arrivera sur France 2, qui est Bardot. Donc, comme son nom l'indique, ce sera une série sur Brigitte Bardot. Et ça va faire un focus sur 10 ans de sa vie, de 1950 à 1960, donc de son premier casting, en passant par le film Et Dieu créa la femme, qui est sorti en 1956. Et voilà, ça retrace un petit peu les passions qu'elle a pu déchaîner à l'époque. Et c'est une actrice qui est encore inconnue, qui incarnera Brigitte Bardot. Et la ressemblance est assez frappante. Elle s'appelle Julia Denounes. Je ne sais pas si on peut voir l'image, mais vraiment, elle lui ressemble énormément. Et donc voilà, ce sera 6 épisodes de 52 minutes qui seront à retrouver sur France 2. Il n'y a pas encore de date de sortie. J'attends la réaction de Brigitte non, Bardot. Elle a déjà réagi. Ouais. Elle a déjà réagi. Et je ne peux pas dire le mot à l'antenne. D'accord. Mais c'est pas forcément positif. Non, mais ce qui est normal, elle trouve pas grand-chose de positif, Brigitte. Oui, mais les premiers retours, moi, que j'ai eus sont plutôt bons. Ouais. Et là, ça arrive où, ça ? France 2. Tiens, voilà. Eh bien, on en sait un petit peu plus sur ce festival Série Mania 2023. Pour terminer, Laure, tu voulais aussi nous parler d'une adaptation d'une série en film. Oui, absolument. C'est la série Monk, donc voilà, où on retrouve notre enquêteur maniaque préféré. C'est Peacock qui a fait la commande de ce film. On n'a pas encore de date de sortie, mais 14 ans après la diffusion du dernier épisode de la série, donc ça remonte quand même un petit peu. Le casting original devant, mais aussi derrière la caméra, parce qu'on retrouvera aussi bien les acteurs que les producteurs et les réalisateurs. Ils vont se réunir pour un long métrage qui sera nommé Mr. Monk Last Case, a Monk Movie. Voilà, donc l'acteur Tony Shalhoub s'est exprimé et a dit ce sera un Monk d'aujourd'hui, un Monk post-Covid. L'épidémie l'a fait rechuter, il ne pourra plus courir après les méchants dans la rue. On devra prendre en compte à l'écriture que le fait que Monk est plus vieux, bah oui, 14 ans après forcément. Et ce n'est pas sans rappeler ce petit court-métrage qui était sorti pendant le Covid, où on voit Monk maîtriser à la perfection les gestes barrières et les mesures sanitaires. Ça a été diffusé sur Internet par Peacock pendant le Covid. Et voilà, du coup, on peut s'imaginer que le film ressemblera un petit peu à ça. Et donc ça sortira directement au cinéma. Hein. Ça n'a pas été acheté par une plateforme ou produit par une plateforme. C'est produit par Peacock. Donc Peacock aujourd'hui, c'est Universal. Donc ça sortira sans doute au cinéma et après sur plateforme. Après, il y aura sûrement des plateformes qui vont le reprendre, Canal, Prime, voilà. Merci beaucoup, Laure Foulquier. Voilà, Série Mania et Monk au cinéma pour terminer cette ultra haute émission. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci à Laure Foulquier puis à la team d'ultra haute émission, Pascal Le Chevalier et Guillaume Boutin, donc de Sens Critique. On se retrouve le mois prochain. Merci de nous suivre et à très bientôt sur la chaîne Tech & Co.